notre invité ce matin, c'est Antoine Basbous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, politologue associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. On va revenir évidemment sur la situation au Proche-Orient dans quelques instants avec vous. Mais d'abord, Antoine Basbous, Emmanuel Macron est toujours au Maroc. Il achève son voyage aujourd'hui, visite d'État. Après 3 années de crise, est-ce que ce déplacement acte la réconciliation entre la France et le Maroc ? Oui, ce déplacement acte le réchauffement qui est à la mesure de la glaciation qui a duré au moins 3 ans. Nous avons vu le roi, bien que malade ou fatigué, venir en famille, se déplacer sur le tarmac de l'aéroport pour accueillir son hôte en famille. Et c'était une première de présenter sa fille Khadija pour la première fois qui apparaît en public et en majesté en quelque sorte. Et ça veut dire qu'on oublie ce qui s'est passé, notamment l'affaire Pegasus où le Maroc a écouté Emmanuel Macron, tout ça est derrière nous ? Je crois que oui, la page est tournée et la réconciliation, elle est établie. En plus, il y a une projection, une dynamique vertueuse qui s'installe dans les relations entre les deux hommes, c'est important, et entre les deux pays. Alors, on va parler de ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. D'abord, ces contrats signés pour un montant allant jusqu'à 10 milliards, c'est ce que dit l'Élysée. Est-ce qu'on est dans du gagnant-gagnant entre les deux pays ? Forcément, le Maroc ne va pas offrir des cadeaux. Le Maroc a besoin d'infrastructures, a besoin d'expertise, et la France dispose de cette expertise, de ce savoir-faire. Le TGV qui a déjà été créé, installé par la France, va être prolongé par les entreprises françaises. Et donc, du coup, c'est du gagnant-gagnant. Il n'y a pas de cadeau en l'occurrence. Mais la France avait intérêt économiquement, le Maroc, avait intérêt économiquement à se tourner vers la France, ou il avait d'autres choix ? Non, évidemment, il y a des concurrences étrangères, à commencer par l'Espagne en Europe, la Chine. Oui, la concurrence existe, mais le Maroc a décidé de donner à la France des contrats majeurs pour sceller un peu la réconciliation et dire que la France a intérêt à soigner le Maroc comme le Maroc a intérêt à nouer des relations économiques avec la France. Emmanuel Macron s'est exprimé hier devant le Parlement marocain. Est-ce qu'il a trouvé les bons mots, le chef de l'État ? J'ai trouvé qu'il a trouvé le bon mot. Les Marocains l'ont applaudi debout quand il a parlé du Sahara occidental en disant que l'avenir du Sahara est dans la souveraineté marocaine. Et donc ce mot magique était attendu. Il avait déjà été formulé en juillet dernier et il a été reconfirmé hier et donc c'est à ce moment-là que les députés, les élus l'ont applaudi debout et pendant longtemps. Est-ce que ça veut dire, quand il dit ça, Emmanuel Macron, que l'avenir du Sahara occidental s'inscrit dans la souveraineté marocaine? Est-ce que ça veut dire que la France, après avoir longtemps hésité entre le Maroc et l'Algérie, a définitivement choisi le Maroc? La France ne se renie pas dans cette affaire. La France a toujours été dans le soutien au Maroc, dans la défense des positions marocaines au Conseil de sécurité. Elle a parfois bataillé avec la Maison-Blanche pour sauvegarder cette hypothèse. Évidemment, après la reconnaissance de Trump en décembre 2020 de la marocanité du Sahara, la France était apparue en recul. Mais elle est toujours dans la bonne dynamique, dans la dynamique qui débouche sur la reconnaissance du Sahara. Donc il n'y a pas de reniement, c'est de la continuité, mais c'est un forcing que le Maroc a fait. Il avait conditionné les relations avec cette reconnaissance avec tout pays, y compris la France. Et donc la France est venue à cette position sans être l'otage du Maroc parce que c'est dans la continuité de sa ligne. Ça veut dire que cette phrase d'Emmanuel Macron, c'était un passage obligé pour acter la réconciliation avec le Maroc ? Oui, le voyage n'aurait pas eu lieu, cette visite d'État, s'il n'y avait pas cet engagement qui a déjà été annoncé en juillet dernier. Emmanuel Macron, qui, quand il parle du Sahara occidental, précise bien cette position n'est hostile à personne. Est-ce que l'Algérie peut vraiment l'entendre de cette oreille ? Il s'agit du Sahara occidental, il ne s'agit pas de territoire algérien. Donc l'Algérie prend sous son aile, parraine le Polisario pour la RAST, le Sahara occidental. Mais l'Algérie n'a pas répondu aux appels du pied du président français qui
qui a énormément investi sur le rapport, la relation avec l'Algérie, mais il n'y a pas de renvoi d'ascenseur. À vrai dire, le président Tebboune, le président algérien, ne délivre pas. Les gestes faits par le président français à l'égard de l'Algérie n'ont pas d'égal par rapport à ses prédécesseurs. Mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de renvoi d'ascenseur. Le président algérien ne détient pas le pouvoir, il n'incarne pas le pouvoir, il est juste la vitrine du régime. Il n'a pas saisi la main tendue par Emmanuel Macron. Non, à vrai dire, il y a eu 3 ou 4 rendez-vous repoussés de visite d'État du président Tebboune en France parce qu'il émettait des conditions qui n'étaient pas acceptables. Bref, il n'avait pas les mains libres pour venir, pour négocier, pour construire des relations sur le long terme. Non, il a été empêché par l'État profond algérien. Est-ce que politiquement et économiquement, il y avait plus à gagner pour la France à se réconcilier avec le Maroc, à continuer à tendre la main à l'Algérie? Mais la France n'a pas à être otage de l'un ou de l'autre, n'a pas besoin de s'aligner sur l'un ou l'autre pays. Elle doit être en bon terme avec l'un et l'autre et non pas subir... C'est encore possible aujourd'hui d'être en bon terme avec l'un et l'autre ? En tout cas, elle n'a pas à s'aligner. La France doit pouvoir dire voilà ma politique, je veux avoir de très bonnes relations et avec l'Algérie et avec le Maroc. Si elle se met en otage de l'un ou de l'autre, c'est à ses détriments. Emmanuel Macron et Mohamed VI qui ont conclu un partenariat d'exception renforcé. Ce sont les mots. En quoi ces mots sont importants ? Ça veut dire qu'ils veulent construire la continuité des années précédentes, avoir un plan, une vision de long terme, parce que le Maroc brille en Afrique par la qualité de ses entreprises, par la projection de ces entreprises, surtout en Afrique de l'Ouest. Et là, la France peut l'accompagner et ils peuvent s'associer, quoique parfois, ils peuvent être des compétiteurs, des concurrents, voire des rivaux. Il a été question d'immigration lors du discours d'Emmanuel Macron. Hier, le chef de l'État qui a appelé une coopération naturelle et fluide avec le Maroc contre l'immigration illégale. Est-ce qu'elle vous paraît possible ? Oui, je crois que c'est possible, surtout c'est fondé sur la confiance et sur la bonne relation entre les deux pays. On a, par exemple, la relation entre le Maroc et l'Espagne. Quand les choses n'allaient pas bien entre les deux pays, eh bien, le Maroc ouvrait un peu les vannes de l'immigration vers Ceuta et Melilla, 2 enclaves espagnoles en Afrique du Nord. Et là, on voyait une invasion de 10 000 personnes par jour, c'est arrivé, qui venaient rentrer dans les enclaves espagnoles. Et quand les relations se sont améliorées, les Marocains ont fait barrage à ces invasions qui n'étaient pas du tout acceptées ni programmées. Donc, c'est la confiance qui va au mieux construire les relations, en l'occurrence, et la fluidité. C'est une affaire technique qui doit s'inscrire dans le flux de confiance qui s'instaure. Mais ça veut dire que désormais le Maroc va reprendre plus facilement ses ressortissants que la France souhaite expulser ? On va le voir au fil des semaines et des mois à venir. Mais je crois qu'avec la qualité des relations et de cette visite, on peut l'imaginer. La France qui perd du terrain en Afrique subsaharienne, au Mali, au Niger, au Burkina, est-ce qu'elle compte sur le Maroc qui lui entretient de bonnes relations avec ces pays pour garder une certaine influence dans la zone ? Ça, c'est pas garanti. D'abord, le Maroc rame pour prendre la place de l'Algérie dans le Sahel. Pour l'instant, il y parvient, mais est-ce que c'est consolidé ? On va voir, parce que l'Algérie est plus riche que le Maroc et elle est voisine, elle a des frontières communes avec le Niger, avec le Mali. Et du coup, si la consolidation maroco-sahélienne s'installe, la France pourrait en profiter. On va parler de ce qui se passe au Proche-Orient et d'abord l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui a été interdite par Israël de travailler sur son territoire. Depuis plus de 70 ans, cette agence fournit une aide et une assistance essentielle aux réfugiés palestiniens. Que cherchent les Israéliens avec cette interdiction ? Les Israéliens cherchent à désespérer les Palestiniens d'un retour potentiel. Parce que cette agence, quelle est sa mission ? Elle entretient le quotidien des Palestiniens, l'école, l'enseignement, les vivres et tout le reste.
Et du coup, eux, ils gardent les clés de leur maison de 48, avant 48, et espèrent revenir. Quand l'UNRWA disparaît, ces Palestiniens vont devoir s'installer dans les pays d'accueil et devenir des citoyens de ces pays. Donc, c'est une démarche israélienne pour effacer un peu la mémoire des Palestiniens. Une décision qui a été condamnée par de nombreux pays, et notamment les États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Israël n'écoute plus personne, pas même les États-Unis ? Écoutez, les États-Unis, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'ils ont conditionné? Est-ce qu'ils ont dit, si vous votez ces lois, on suspend le pont aérien d'armes et de munitions? Ils ne l'ont pas fait. Et donc Israël note qu'il y a un communiqué ou une déclaration de la Maison-Blanche ou du département d'État, mais qui n'a aucun effet parce qu'il n'y a aucune suite, aucune conditionnalité. Ils ne mettent pas cette pression, les États-Unis? Non, aucune pression. Au contraire. Pourquoi? Parce qu'on est en campagne électorale et que c'est compliqué, ou ce sera toujours comme ça, même une fois la présidentielle passée? Depuis Reagan jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu vraiment de pression américaine sérieuse sur Israël. Donc c'est l'enfant gâté, c'est un État américain déporté au Levant et que les États-Unis soutiennent de façon inconditionnelle, en quelque sorte. Alors, les États-Unis qui ont quand même exprimé leur désarroi hier après la mort de près de 100 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza, et les États-Unis qui disent exiger des explications d'Israël. Ça veut dire que même là, en allant loin, Benyamin Netanyahou ne risque pas de perdre le soutien des États-Unis? Aucun risque, parce que ce n'est pas la première frappe, ce n'est pas la première protestation américaine, mais quelle est la conditionnalité? Est-ce que les Américains ont dit « si vous faites ceci, on réplique ainsi » Non, il n'y a pas de conditionnalité. Donc, c'est communiqué, c'est pour plaire un peu aux opinions publiques arabes qui ne supportent pas ces massacres systématiques et réguliers. Donc, tant qu'il n'y a pas de rétorsion, Israël poursuivra sa politique et entraînera les États-Unis derrière lui. Israël qui a mené ce week-end plusieurs frappes en Iran, 3 semaines après l'attaque de missiles iraniens sur son sol. Est-ce que c'est une riposte qui a été plus faible qu'attendue? Il y a 3 choses qui ont manqué à cette riposte et qui étaient attendues. Rappelez-vous, le ministre de la Défense israélien, M. Gallant, avait dit « vous allez voir ce que vous allez voir, vous ne saurez pas d'où viennent les coups », ainsi de suite. C'était un discours adressé à Washington. Et Washington a dit « vous ne tuez pas de dirigeants » parce que la maison de Netanyahou a été touchée par un drone envoyé par le Hezbollah. Vous ne touchez pas à l'industrie pétrolière, vous ne touchez pas au nucléaire. Et donc Israël a respecté cela, mais en contrepartie, Israël a bénéficié du soutien américain pour les missiles antimissiles avec le système THAAD qu'ils ont installé en Israël. Et on dit si l'Iran répliquait, nous serons de la partie pour réagir à cette réplique avec Israël, aux côtés d'Israël. Donc la frappe a été décisive, mais pas flagrante. La frappe a respecté les lignes rouges américaines parce qu'il y a une contrepartie américaine, un engagement américain. C'est vrai que le système de radar iranien a souffert. C'est vrai que les images satellites montrent que certains sites qui fournissent du carburant aux missiles balistiques ont été atteints. Bref, il y a eu des dégâts en Iran, mais pas de dégâts civils et pas dans l'industrie pétrolière ni dans le nucléaire. Est-ce que l'Iran a les moyens de riposter? Est-ce que vous pensez que l'Iran va riposter? Je crois que l'Iran avait dit, avant la riposte israélienne, que si la riposte était acceptable, ils ne réagiraient pas. Mais en même temps, ils doivent tenir compte de l'opinion publique, de leur proxy, de leur soutien, de leur clientèle dans la région. Il faut qu'ils fassent des démonstrations de force, ne serait-ce que verbales, des menaces pour dire qu'ils sont forts, qu'ils n'ont pas été ébranlés. Ces propos sont là pour entretenir un peu leur popularité dans la région, mais je ne crois pas que l'Iran est en mesure de répliquer de façon sérieuse et directe, parce qu'il prendrait un gros risque. Est-ce que ça veut dire que la crainte d'une escalade, un temps redouté, s'éloigne?
l'escalade, elle est au Liban maintenant. C'est-à-dire que le Hezbollah, bien que décapité dans son commandement politique et militaire, ce commandement a été remplacé par des officiers des passedans iraniens qui sont arrivés au Liban et qui conduisent le front. Il y a tous les jours plus de 100 missiles et drones qui s'abattent sur Israël et Israël réplique de façon extrêmement destructrice et meurtrière au Liban. Donc, le bras armé de l'Iran en Méditerranée, qu'est le Hezbollah, est extrêmement affaibli, mais il continue à infliger des pertes à Israël. En revanche, le Hamas est sur la faim à Gaza et j'ai vu hier le porte-parole du Hamas réclamait en quelque sorte un cessez-le-feu. Alors justement, Israël a éliminé les chefs du Hezbollah, les chefs du Hamas. Jusqu'à quand Israël va continuer à faire la guerre ? Jusqu'à ce que les reins du Hezbollah soient brisés, jusqu'à ce que les conditions de l'application de la résolution de 701 qui empêche les milices d'être là à la frontière avec Israël et de tirer sur Israël. Donc je crois que la bataille n'est pas finie et que le Hezbollah qui a fait fuir 80 000 personnes du nord d'Israël et qui a des tunnels, des stocks d'armes et qui n'a aucune légitimité. Le Hezbollah a décrété la guerre le 8 octobre 2023 sans se référer à qui que ce soit. Il est au gouvernement, il n'a pas informé le gouvernement. Il est au Parlement, il n'a pas informé le Parlement. Juste Nasrallah, feu Hassan Nasrallah, avait reçu les instructions de Téhéran et il a appliqué pour venir en soutien au Hamas. Donc le Hezbollah n'a pas de soutien au Liban. Est-ce qu'un des buts de Netanyahou, c'est aussi de pousser les Palestiniens à partir d'eux-mêmes de leur territoire en leur rendant la vie impossible ? La vie à Gaza n'est plus possible. Et dès lors qu'il y a un cessez-le-feu, vous allez voir que les Gazaouis vont déserter Gaza et que plusieurs ministres du gouvernement Netanyahou ont dit qu'il faut recoloniser Gaza et que les plans sont là. En même temps, en Cisjordanie, on en parle moins, mais il y a plus de 600 morts depuis le 7 octobre. Il y a une colonisation qui s'accélère. Il y a la volonté de pousser les Cisjordaniens en dehors de la Cisjordanie, donc vers la Jordanie, pour faire de la Jordanie la future Palestine. Donc c'est vrai que avec ce gouvernement messianique de Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir, il y a cette volonté de pousser les Palestiniens en dehors de l'espace entre le Jourdain et la Méditerranée. Est-ce qu'un cessez-le-feu vous paraît possible dans le contexte actuel ? Un cessez-le-feu est le fruit soit d'une négociation, soit d'un vainqueur et d'un vaincu, d'un rapport de force. La négociation, je ne la vois pas arriver. Et sur quelle base, en fait ? Et le vainqueur est vaincu, c'est en cours, mais ce n'est pas pour demain. Je crois qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois de combat dans la région. Donc ce n'est pas une guerre qui va s'arrêter rapidement ? Je ne le crois pas. La semaine dernière, lors d'une conférence de soutien au Liban, Emmanuel Macron a dit d'Israël, je le cite, « On ne défend pas une civilisation en semant la barbarie ». Est-ce que la France est toujours un allié indéfectible d'Israël ? La France n'est pas l'otage d'Israël. La France peut avoir sa propre appréciation de la conduite d'Israël pendant la guerre. Il a dit aussi au Parlement marocain qu'il fallait interdire l'exportation d'armements en Israël qui sont utilisés à Gaza, alors que le Maroc, c'est un soutien à Israël, c'est un pays qui a signé les accords d'Abraham et c'est par Israël que le Sahara occidental a convaincu, en fait, c'est Israël qui a convaincu Trump de reconnaître la marocanité du Sahara. Donc, voilà, les relations entre Netanyahou et le président Macron ne sont pas au beau fixe et que ça dérape parfois. La France qui prône une solution à deux États, est-ce qu'elle vous paraît possible, cette solution, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est mort ? C'est la seule solution si on cherche la paix. Mais cette solution pouvait avoir lieu si Rabin était vivant ou s'il avait un successeur. Or, ceux qui tiennent le gouvernement aujourd'hui en Israël ne sont pas de cet avis. Ils veulent nettoyer
le territoire entre le Jourdain et la Méditerranée de toute présence palestinienne et arabe. Donc, théoriquement, c'est la seule solution. Mais pour cela, pour qu'elle puisse avoir lieu, ce qu'il faut, c'est un engagement américain. Le déplacement de soldats aux frontières entre l'entité palestinienne, fût-elle des armées, et Israël, des soldats américains ou de l'OTAN. Mais sans cet engagement total américain, ça ne peut avoir lieu. Un dernier mot, puisque juste avant vous, on recevait Christine Lavarde, la sénatrice qui préside le groupe d'amitié France-Liban, ici au Sénat, et elle se disait inquiète des conséquences de la présidentielle américaine sur le Liban. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Les États-Unis n'ont pas le Liban comme un facteur important dans leur politique étrangère. C'est sous-traité et c'est toujours au regard de la stabilité régionale et au regard des intérêts d'Israël. Donc on est très loin d'avoir une idée sur ce que sera la politique américaine au Liban. Merci Antoine Basbous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.